Sunday Night Production. Les gens me disaient, c'est bien parce que tu as peur de rien. Mais non, 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 j'avais peur de beaucoup de choses. Et les déserts, ça me terrorisait. Et du coup, j'essayais déjà de poser des questions à des personnes qui avaient déjà traversé ces zones, que ce soit à vélo ou pas forcément, pour avoir un peu d'informations. Parce que le fait que ça soit plus exactement l'inconnu, mais de savoir des choses, ça nous rassure déjà pas mal. Le premier désert que j'ai traversé, c'était en Jordanie. Le premier soir où je devais dormir dans le désert, moi, je me suis arrêté à côté d'un berger. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Juste un petit rappel pour tous les passionnés, je sais que vous êtes nombreux de cyclisme ultra-distance. Les inscriptions de Race Across France débutent le 16 octobre 2023. Il vous reste donc quelques jours pour vous inscrire sur la waiting list, la liste d'attente disponible sur le site racecross.cc et être prioritaire, avoir 24 heures d'avance sur le reste du monde afin d'obtenir le ticket et être présent sur les prochaines distances de Race Across France 2024. Toutes les informations sur le site racecross.cc. Je suis avec Timothée Gaquier aujourd'hui. Bonjour Timothée. Bonjour Arnaud. Alors on dit Timothée, mais tout le monde doit te connaître sur les réseaux, sur le pseudo Dream Team. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir sur le podcast Ultra Talk. Comme je te l'ai dit juste avant que j'ouvre l'enregistrement, ça fait plusieurs mois que j'ai suivi, parce que cette aventure, même si elle va t'accompagner probablement toute ta vie, mais cette aventure est terminée. En tout cas, ce chapitre-là est terminé, une aventure que tu as réalisée sur de nombreux kilomètres pendant de nombreux mois, dont tu vas nous expliquer quelle était la motivation d'origine et le pourquoi. Et donc, tu nous as fait chaque jour voyager à travers tes posts, à travers tes vidéos, tes rencontres, tes aventures, tes anecdotes. C'était juste incroyable. Donc, je suis très, très honoré de pouvoir t'accueillir sur le podcast Ultra Talk. Donc, un grand merci à toi de faire partie de cette saison 6. Mais avant de me lancer dans les questions que j'ai pour toi, et j'en ai beaucoup, Tim, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs du podcast Ultra Talk ? Merci beaucoup, déjà pour l'invitation. Moi, j'ai suivi, j'ai commencé à écouter tes podcasts pendant cette aventure. Et ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir faire un de ces podcasts avec toi, alors que ces podcasts m'ont porté, moi aussi, durant tout ce projet. Génial. Donc, moi, c'est Timothée, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en médecine à Lille. Et cette année, j'ai fait une année de césure, donc qui a consisté à simplement faire du vélo. Donc j'ai rallié grossièrement Lille en France jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Et voilà, c'est l'essentiel, je pense. Oui, alors là, tu as vite, c'est un vrai raccourci. Hein. Bon, on va rentrer dans les détails, effectivement. Donc, tu es descendu avec ton vélo, et c'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est que à la force humaine, tu as réussi à faire avancer un engin qui est un vélo sur deux roues pendant à peu près 20 000, en tout cas, c'était le kilométrage annoncé pour ce projet de 20 000 km. Ça, ouais. Tu nous diras au final combien tu en as réalisé réellement, parce qu'il y a souvent, surtout sur une distance comme celle-ci, un écart entre ce qu'on a prévu de faire et ce qu'on fait au final. Et donc, tu avais prévu de partir de Lille pour aller jusqu'à la pointe de l'Afrique du Sud. Alors, tu n'as pas pris le chemin le plus court pour ça. Moi, j'ai bien regardé la carte. Et je me suis dit, et c'était une de mes questions, mais pourquoi en fait il n'a pas tracé plein sud ? Tu nous expliqueras le pourquoi. Mais quel était l'objectif ? Donc, c'est un projet qui va s'appeler Dream Team, effectivement, qu'on peut suivre sur Instagram. Je vous invite allez d'ailleurs sur Instagram et aussi sur le site, hein, bien évidemment, mais en tout cas sur Insta et sur Facebook, vous allez voir toutes les photos, les stories, c'est juste incroyable parce que tu l'as très bien documenté. Quelle était la motivation ? Quelle est la motivation de ce projet, Tim ? Alors, donc comme je l'ai dit précédemment, je suis étudiant en médecine et donc ce projet, il s'inscrit dans le cadre d'une année de césure que j'ai décidé de prendre. Et donc vraiment la motivation principale, c'était de vivre une aventure, de vivre une parenthèse dans ces longues années d'études, qui me permettent de vivre une expérience qui soit enrichissante et complémentaire à mon cursus médical et qui soit vraiment une expérience qui me correspond, qui me permet de vivre des choses qui me porteront dans ces années futures. Et voilà, vraiment, en fait, il y a tout un enjeu. Il y avait un enjeu d'apprendre des choses et de me permettre de sortir de cette bulle dans laquelle je suis et dont on ne sort pas forcément très facilement dans ces études.
Ouais, très clairement. Mais pourquoi ce... Alors, tu avais voulu effectivement sortir un petit peu, comme tu l'as dit, de ce rythme, relever un petit peu la tête, lever la tête du guidon, si je puis dire ainsi. Mais Exact. pourquoi aller jusqu'à la pointe de l'Afrique du Sud? Est-ce que tu avais à la base posé sur la table plusieurs projets, et puis c'est celui-ci qui a été retenu? Ou est-ce que dès le départ, tu t'es dit, je veux aller à la pointe de l'Afrique du Sud en vélo? Alors, l'idée, du coup, première, c'était de prendre cette année de césure. Et après, il fallait que je sache qu'est-ce que j'allais en faire de cette année. Et donc, moi, je suis un grand adepte de petites aventures et d'itinérance. Donc, pas forcément en vélo, mais ça peut être aussi des randonnées ou du canoë. Enfin, voilà, le fait de bouger tous les jours et d'être en mouvement et de découvrir des choses, voilà, en continu. Et, euh, et en fait, le vélo, tout simplement, il est quand même assez rentré très rapidement. Il est arrivé très rapidement comme une évidence dans la construction de ce projet. Et donc, j'ai décidé de faire 1 an d'itinérance à vélo. Et après, l'Afrique du Sud, cette destination, c'était pas la première qui m'était venue à l'esprit, mais en épluchant un petit peu dans différents forums, en me renseignant sur bah, voilà, les météos un peu partout, sur ce qui était possible de faire, les pays qui étaient envisageables de traverser ou non, l'obtention des visas, etc. C'est l'Afrique du Sud que j'ai choisi. Et mais aussi un paramètre important pour moi, c'était vraiment de partir du coup de chez moi, donc à côté de Lille, de partir de là et d'arriver jusqu'à un certain point. Si possible, ne pas faire une boucle, parce que c'est quand même assez satisfaisant justement, comme tu l'as dit dans l'introduction, le fait de se dire qu'on peut aller jusque là-bas en vélo, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Ah bah, c'est sûr, hein. Quand tu pars de chez toi, moi j'avais eu le projet il y a quelques années avant Covid. Avant Covid, et puis le Covid a mis tout ça par terre. Mais juste avant Covid, j'avais ce projet de tour du monde et de me dire que j'allais partir, j'allais descendre de mon immeuble, j'allais partir à gauche et j'allais revenir plusieurs mois plus tard par la droite en ayant fait le tour du monde à vélo. Et je trouvais ça juste hyper excitant et formidable. Donc j'imagine qu'elle a dû être ta satisfaction, comme tu l'as dit, ton excitation à préparer ce projet. J'ai effectivement regardé ton parcours, donc tu étais habitué, tu avais déjà une petite expérience de voyage à vélo, de déplacement, donc tu avais cette notion-là de bivouac, ce genre de choses, donc ce n'était pas une surprise pour toi, tu n'es pas parti de zéro, tu n'as pas tout appris. Néanmoins, là, tu partais pas une semaine ou quelques jours, tu partais à la base pour 10 mois. Puisque tous ces kilomètres, tout ce projet, il fallait le faire tenir dans 1 an, qui était ton année de césure, justement. Il fallait que tout ça rentre dedans, donc tu avais peut-être aussi cette contrainte, tu nous l'expliqueras. Ah, exactement, ouais. Là, le fait d'avoir qu'une année, c'était vraiment quelque chose qui est rapidement devenu embêtant dans la planification de l'itinéraire. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est Non, bon. non, mais tu fais bien, c'est hyper important justement de comprendre comment tu l'as structuré. Alors, au départ, le projet était de traverser 17 pays. Qui te séparait justement de l'Afrique du Sud et de Cape Town. Et 20 000 kilomètres à vélo. Est-ce que dans la réalité, c'est ce qui s'est passé? Il y a bien eu à peu près 20 000 kilomètres et 17 pays traversés, ou est-ce que, en fonction des situations, notamment géopolitiques, tu as dû t'adapter? Alors, pas exactement. Au final, je me souvenais même plus que c'était 17 pays que j'avais annoncé, mais j'en ai du coup traversé 27, donc il y a quand même Génial, 10 bah, de ça c'est plus. ouais, Et en fait, c'est clair. ce qui fait vraiment la beauté du voyage, je trouve, et tout son intérêt, c'est les imprévus finalement. On ne sait jamais réellement ce qui va se passer, rien que lorsqu'on se lève le matin, on ne sait pas trop de quoi va être fait la journée. Et puis régulièrement, je me couchais le soir en essayant en notant ou bien juste dans ma tête, en me rappelant de tout ce qui s'est passé dans la journée. Et je me disais je me disais le soir que le matin, j'aurais jamais pu m'imaginer qu'il m'arrive tout ça dans la même journée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est effectivement certaines fois, j'étais dans un pays, puis je rencontrais quelqu'un qui me disait ah, mais tu peux aller dans ce pays-là au lieu d'aller là. Ça te permettra de voir si les gens là-bas sont top, ou bien ou pour raison X ou Y, pour l'obtention d'un visa, ou bien parce que j'avais pas trouvé de bateau, enfin voilà, des diverses choses. Je me suis amené à faire du coup 10 pays de plus que ce qui avait été annoncé. Ouais, ça c'est beau parce que ça fait 10 pays en plus, ça fait des anecdotes supplémentaires, des rencontres supplémentaires, on en parlera. Mais il y a aussi, et ça je voulais revenir, je crois tu as fait une seule fois un aller-retour, c'est-à-dire tu as une seule fois dans ton parcours, tu es toujours de l'avant, mais il y a juste une fois où un visa t'a été refusé et là tu as dû revenir en arrière pour justement t'adapter et changer de plan, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça exactement. Donc là, pour cette petite histoire, c'est que j'ai voulu éviter l'Égypte, en fait, parce qu'on m'a dit, enfin, j'avais entendu pas mal de mauvaises choses sur la traversée de l'Égypte à vélo, notamment à cause de la police. Ouais, C'est un exactement. pays qui est très militarisé. Exactement. En tant que cycliste, on bénéficie de peu de liberté. La police veut sans cesse nous escorter. Et donc, voilà, c'est pas quelque chose de souhaitable. Et puis, j'avais déjà, du coup, à ce moment-là, 4 mois de vélo dans les jambes. Donc, voilà, j'avais pas trop envie de me compliquer la tâche en passant par ce pays. Donc, j'ai tenté de rejoindre directement le Soudan, qui est au sud de l'Égypte, par l'Arabie Saoudite, qui est donc, euh, qui est donc de l'autre côté de la mer Rouge. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme prévu, parce que j'ai pas réussi à obtenir mon visa de l'Arabie Saoudite pour le Soudan. Et comme j'avais quand même très envie d'aller au Soudan et que c'était pour moi impensable d'arrêter enfin d'arriver en Afrique par avion, parce que ça aurait voulu dire qu'il fallait que je prenne l'avion de l'Arabie Saoudite pour rejoindre un autre pays africain. Et comme pour moi c'était impensable, bah, je me suis résolu à tout de même aller en Égypte. Mais comme il fallait que je refasse 1 000 kilomètres dans le sens inverse en Arabie Saoudite et que c'était une route qui était désertique et que bah, je venais de les faire ces 1 000 kilomètres, du coup j'ai fait du stop avec mon vélo, du coup, pour remonter ces 1 000 kilomètres, donc à peu près finalement la traversée de la France en stop avec un vélo. Et ensuite, j'ai réussi à trouver un bateau qui m'a emmené en Égypte. Et là, j'ai pu faire ma demande de visa qui m'a permis d'aller au Soudan. Alors c'est vrai que quand je t'ai vu traverser l'Égypte, parce que je te suivais déjà à ce moment-là, et quand je t'ai vu traverser l'Égypte avec effectivement ces policiers qui te suivent même à 10 à l'heure à vélo, ils te suivent, j'ai pensé à Quentin Clavel, avec qui j'avais fait le podcast, qui m'avait raconté, qui nous avait justement partagé ces anecdotes, où effectivement en Égypte, bah, comment on peut dire, de poste frontière ou de poste de contrôle, de checkpoint, je sais pas comment on peut appeler ça, effectivement on te suit de checkpoint en checkpoint, c'est-à-dire qu'on te laisse à aucun moment la liberté à vélo de te déplacer seul. Et quand j'ai vu que tu passais par l'Égypte, j'ai tout de suite pensé à son aventure, en me disant, ok, donc il est dans la même galère que lui, et ça se passe bien comme ça. Et bah, Quentin Clavel, j'avais eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui dans la préparation du coup de ce projet. Quelqu'un m'avait envoyé son profil et j'avais notamment écouté le podcast que tu avais fait avec lui. Et c'était une des raisons pour laquelle effectivement je ne voulais pas aller en Égypte. Ouais, je comprends Et du mieux. coup, juste pour revenir sur cette partie égyptienne, finalement pour moi ça n'a pas été aussi terrible que pour lui parce que du coup j'ai rejoint l'Égypte plutôt dans la seconde moitié sud du pays. Et donc, j'ai pas eu toute l'Égypte à traverser, mais qu'une certaine partie. Du coup, oui, la police m'a bien escorté et j'ai passé des longues heures sur mon vélo avec un bruit de moteur derrière moi, voilà, et des policiers parfois impatients qui ne veulent qu'une chose, c'est mettre le vélo Oui, c'est ça, dans la exactement. camionnette pour m'emmener le plus vite possible jusqu'à la frontière soudanaise. Mais j'ai aussi réussi à vivre des bons moments avec notamment en fait, ces militaires qui, pour beaucoup, sont en service militaire qui est obligatoire là-bas. Du coup, je me suis retrouvé à dormir dans le dortoir avec eux, par exemple, ou parce que j'avais pas le droit de dormir autre part qu'avec eux. Ou, enfin voilà, c'était finalement une aventure qui s'est rajoutée à celle que j'avais prévue. Et j'en garde des bons souvenirs finalement. Bon, c'est bien, c'est un beau témoignage en tout cas. Et alors, je tiens à le préciser également, hein, tu as fait tous ces kilomètres et ces 27 pays en autosuffisance, hein, où tu t'es débrouillé tout seul, mais seul, c'est-à-dire que tu n'es pas parti à deux, vous n'êtes pas parti à trois, comme parfois j'ai sur le podcast des partages d'aventures comme ça de voyage à vélo, où les gens partent en couple, où les gens partent à trois, voire plus, mais là, toi, tu es vraiment tout seul. Et moi, la question que je te pose, c'est quelle a été la réaction de ton entourage, de ta famille, de tes amis, de tes parents, quand tu leur as dit je pars en Afrique du Sud tout seul, à vélo. À vélo. Alors, la première fois que j'ai dit à mes parents, bah, en fait, ils ont cru que c'était une blague parce que je leur ai annoncé au début d'un été et à la fin de l'été, enfin du coup à la rentrée en septembre, je leur ai redit que bah voilà pendant cette année, je continuais à étudier, mais j'allais en parallèle préparer mon projet à vélo. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit ah mais c'était pas une blague ce que tu nous avais dit. Donc voilà, c'était déjà la première réaction. Et après effectivement le fait de partir seul, c'est une remarque qui m'a été beaucoup faite sur la sécurité justement, et c'est ce qui faisait beaucoup plus peur et on m'a répété de nombreuses fois que bon déjà c'était pas très rassurant, enfin ils trouvaient ça pas rassurant que je parte, mais le fait de partir seul c'était quelque chose qui inquiétait d'autant plus. Mais
Est-ce que tu as mis, Tim, un process de sécurité en place? Je te donne un exemple, hein, parce que j'ai Ouais, eu l'occasion d'avoir sur les podcasts, sur le podcast Face à moi, des navigateurs, quand ils partent en mer, dans des zones, notamment les mers du Sud très reculées, il y a un système de process qui se met en place, process de sécurité. Si on n'a pas des nouvelles, par exemple, toutes les 24 heures, on déclenche des recherches. Est-ce que toi, tu avais mis en place un process de sécurité en disant notamment à tes parents, si vous n'avez pas de mes nouvelles toutes les 3 jours ou toutes les semaines, commencez peut-être à vous inquiéter, ou il faudra faire ci, il faudra faire ça, telle ambassade ou telle autre. Qu'est-ce que tu avais mis en place pour rassurer, on va dire, ou mettre un fil conducteur entre ton aventure et ton entourage? Alors, il n'y avait pas de process particulier qui a été mis en place, mais je me suis par contre équipé, et ça a bien rassuré mes parents, une balise GPS. Du coup, en fait, c'est une balise qui me permettait en cas, enfin, si j'avais pas de réseau, donc si j'avais pas pu, parce que j'arrivais dans un pays, j'avais pas encore eu le temps d'acheter une carte SIM, ou bien si je traversais une zone désertique où il n'y avait aucun signal pendant plusieurs jours, ça me permettait en fait de checker, enfin de mettre, d'appuyer sur le bouton qui valide, qui a envoyé un message préprogrammé en fait, juste OK, tout va bien, j'ai pas de réseau, c'est tout, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement ce que j'avais écrit. Et du coup, de temps en temps, il recevait ça avec ma position exacte et ce petit message préprogrammé. Et donc, c'était voilà un moyen qui permettait de les rassurer. Mais sinon, il n'y avait pas de process de recherche ou quoi. Non, mais c'est intéressant de pouvoir partager ça. Toutes les personnes qui nous écoutent, qui partent ou qui aimeraient partir ou qui n'osent pas partir, de savoir effectivement, il y a des solutions qui permettent de rassurer tout le monde tout en vivant une aventure incroyable. Et donc, tu décides de te lancer dans ce projet en partenariat avec l'association qui réalise le rêve d'enfants malades. Et quel était le deal avec cette association, en fait? Donc, tu pédalais pour que des enfants malades puissent réaliser leurs rêves, mais à travers des dons, comment est-ce que tout ça prenait forme pour eux? Ouais, alors rapidement, en fait, dans la construction de cette année de césure, j'ai voulu y rajouter un sens caritatif derrière. En fait, pour moi, l'objectif, c'était enfin, voilà, de pédaler pour quelque chose en se disant que si je faisais tout ça, c'était aussi, c'était pas que pour moi, mais c'était aussi pour eux. Et donc, je me suis mis en quête de chercher une association qui me tenait vraiment à cœur de par ses actions et aussi, enfin, le sens qu'elle avait avec ce projet en particulier. Et donc, j'ai trouvé l'association Petit Prince, qui est une association qui réalise les rêves des enfants hospitalisés. Donc, j'avais déjà entendu parler auparavant. Et cette association, j'ai choisi parce que j'avais moi-même par le passé été un enfant hospitalisé. Et du coup, en fait, ça avait tout son sens de faire ça pour cette association qui permet, par le rêve, en fait, d'accompagner les enfants et de leur apporter un véritable soutien, euh, un soutien qui est vraiment un moteur dans leur prise en charge par le rêve, donc en fait par le côté psychologique, par voilà la force mentale qu'on peut avoir et qui leur aider à voilà à combattre leur maladie. Et comment ça se passait concrètement? Moi en fait par ce projet, j'expliquais aux personnes qui suivaient sur l'aventure le projet qu'elles pouvaient, si elles le souhaitaient, faire un don sur la cagnotte qui était en ligne sur mes différents réseaux. Et que ce don, moi, ça me faisait super plaisir parce que du coup, ça m'encourageait, ça montrait qu'on me donnait du soutien. C'était vraiment une manière concrète, en fait, finalement, de montrer le soutien dans cette aventure. Mais ce don n'allait pas pour moi, il allait pour l'association qui réalisait, du coup, les rêves de ces enfants. Parfait. Non, mais ça, c'est très inspirant. Ça donne beaucoup de sens, effectivement, à ce que l'on fait. Et surtout, alors, ça donne beaucoup de sens déjà. À la base, c'est un vrai moteur. Mais ça donne encore plus de sens dans les moments difficiles. C'est ça, oui. Dans les moments où on se demande mais qu'est-ce qu'on fait là, mais pourquoi je fais ça? Moi, j'ai pu connaître ça quand j'ai fait les États-Unis, où j'étais effectivement aussi avec une association qui réalisait le rêve d'enfants malades. Et je suis très très clair avec ça. Mais quand tu es pas bien, en fait, tu le fais plus pour toi. Tu le fais justement pour la relation que tu as avec cette association. Et grâce à ce que j'avais réalisé aux États-Unis, je sais que 3 enfants avaient pu réaliser un rêve. Et ça, c'est juste génial. Est-ce que tu sais, toi, quelle va être la continuité, c'est-à-dire quelle va être la suite de ce que tu réalisais et combien d'enfants peut-être vont pouvoir réaliser leurs rêves? Alors, je sais pas exactement, et je vais là en septembre, C'est un petit peu je tôt vais en même temps, aller, tu viens tout juste de je vais, revenir. Ouais. ouais, c'est ça. Je vais aller. Enfin là, du coup, on s'est assez. Je m'attendais pas à tant d'engouement, mais ça fait extrêmement plaisir. Sur la cagnotte, on a récolté du coup plus de 30 000 euros. Ah, génial. Et là, je vais retourner voir l'association que j'avais déjà vue lors de mon départ. J'étais passé par Paris dans les locaux pour voilà échanger avec eux.
Et donc là, je vais retourner les voir en septembre et donc on verra ce qui se passera. Bon, intéressant, on va suivre ça. Mais voilà. Et du coup, voilà, pour moi, vraiment, cette association a été, enfin, elle est apparue en fait comme une évidence parce que ayant été enfant hospitalisé, mais aussi étant en train de réaliser finalement mon rêve aussi à moi, d'aller jusqu'en Afrique du Sud à vélo, de pouvoir faire de l'itinérance et d'avoir une grande liberté comme ça pendant un an, c'était en quelque sorte un rêve. Et donc, euh, et donc voilà. Une pierre deux coups, enfin plusieurs coups, parce que ça va probablement, avec ce montant déclenché, la réalisation de plusieurs rêves d'enfants, et ça c'est fabuleux. On va rentrer un petit peu dans le projet. Comment est-ce que tu t'es préparé aussi bien physiquement qu'au niveau de ton matériel? Parce que j'ai bien observé ton vélo avec ses sacoches, avec cette plaque d'immatriculation Dream Team. Mais comment est-ce que tu t'es préparé? Combien de temps tu t'es préparé pour cette aventure, avant le top départ? Alors, le projet, je l'ai décidé vraiment un mois avant, pardon, un an avant de partir. Un mois, ça aurait fait un peu juste. Ouais, ça aurait été compliqué. C'est vrai que des aventures comme ça, mieux elles sont préparées, mieux tu en profites. Et surtout, et ça va être le point d'après, mieux tu la partages. Mieux tu Oui, la oui. partages. Donc, voilà, je l'ai pensé vraiment et j'ai décidé de la faire un an avant de partir. Et pendant les 6 premiers mois de cette année, qui était du coup un peu chronométrée, où je savais que c'était à ce moment-là que j'allais partir, pendant les 6 premiers mois, vraiment, il fallait mettre enfin poser les bases. Donc, poser les bases, c'était l'itinéraire, enfin, c'était les grosses questions, aussi l'association que je souhaitais soutenir, bah, le fait d'y aller en vélo, et voilà, tout ça. Et ensuite, pendant les 6 mois restants, là, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à déjà trouver des partenaires qui me permettaient de pouvoir financer cette aventure. Et ensuite, une fois que j'avais ces partenaires et donc l'argent récolté, j'ai pu partir en quête du matériel. Donc là, j'ai pas mal épluché aussi des forums, j'ai interrogé pas mal de cyclistes. Enfin voilà, il y a eu toute cette partie préparation que j'aime bien écouter aussi quand j'écoute tes podcasts de temps en temps. Et, euh, et une fois que voilà, j'avais toute cette liste de matériel, j'achetais tout ça peu à peu. Et j'avais quand même cette deadline, le fait de m'être dit, je pars en septembre, du coup septembre 2022. Je savais qu'il fallait que je sois prêt. Donc c'était aussi un peu une course contre la montre, mais finalement ça s'est bien passé, donc tant mieux. Mais c'est aussi ce qui est motivant, hein. C'est aussi ce qui est motivant et ce qui permet de. Tu sais que tu as une date de départ, c'est ce qui te permet aussi de te mettre dans le projet. Parce que le projet, surtout dans celui-ci, il n'a pas duré il n'a pas duré qu'entre le moment où tu es parti et le moment où tu es arrivé. Il a commencé en fait un an avant, justement, comme tu l'as Exactement, dit, ouais. ton départ, dans toute cette phase de préparation. Exactement. Et le jour où je suis parti, j'ai vraiment senti un accomplissement. C'était vraiment toute une pression qui retombait. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses à prévoir. On se casse pas mal la tête et on passe beaucoup de temps sur cette partie de préparation. Et du coup, c'était comme si le projet, il y a la moitié qui était fait au moment où j'étais parti. Donc je te rejoins là-dessus. Et je trouve ça vraiment important. Et enfin, heureusement, je suis content d'avoir fixé une date de départ. Enfin, je pense que c'est bien de le faire. Donc vraiment, tous ceux qui ont du mal à se lancer. Je pense que c'est vraiment quelque chose à faire, de poser une date, de se dire aujourd'hui, enfin ce jour-là, je vais partir parce que bah, la veille du départ, j'étais toujours pas prêt, je me sentais pas prêt, et même le matin du départ, je me sentais pas prêt. Mais si j'avais pas fixé cette date de départ, bah, peut-être que j'aurais attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois supplémentaires avant de partir. Donc ouais, vraiment, je me sentais pas prêt quand je suis parti, mais j'ai bien fait de me lancer parce que finalement tout s'est bien passé. Côté matériel, combien pesait ton vélo? Le vélo, je suis pas parti trop léger parce que bah tu connais, il y a un peu une balance. Il faut trouver l'équilibre entre le confort parce que voilà, c'est quand même Ah, quasiment 10 mois de vélo. voilà, tu reviens pas dans 15 jours. Effectivement, tu pars pour des mois et des mois, quoi. Donc forcément, les sacs sont pas les mêmes. C'est ça. Du coup, il y a ce côté on cherche un peu de confort, on cherche de la légèreté pour avoir un peu de vitesse aussi. Moi, j'ai pas voulu partir le plus léger possible parce que j'étais pas aussi à une course contre la montre. Le but de ce projet, c'était vraiment pas la performance sportive. C'était pas ça que je mettais en premier, que je mettais devant avant tout. C'était plus, bah, en fait, le chemin, tout ce qui se passe pour arriver jusqu'à cette destination. Et le but, c'était pas d'arriver à destination en premier, c'était vraiment de vivre tout ce que j'avais à vivre sur cette longue route. Et donc le vélo, il pesait 55 kilos avec tout l'équipement à peu près. Mais aussi, enfin voilà, dans tout ce que j'avais, il y avait aussi finalement des affaires d'été, des affaires d'hiver. Enfin, comme j'ai traversé plusieurs saisons,
Voilà, il y avait pas mal de trucs. C'est vrai que là, en même temps que tu me parles, je suis sur ton feed Instagram et en l'espace d'un an, mais t'as tellement changé physiquement. Alors, certes, les cheveux ont poussé, hein, très clairement. Il y a aussi cette évolution au jour le jour, on a vu tes cheveux pousser. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un jeune homme au tout début, et là, maintenant, on a l'impression d'avoir un homme en face de soi. Enfin, en tout cas, moi, au moment où je vous parle. Donc, il y a un vrai changement aussi de ta part, hein. On sent qu'il y a une vraie transformation qui s'est faite. Et pour cette aventure, au départ, c'est un objectif d'avoir moins de 20 pays, et au final, il y en a 27, ce qui a nécessité probablement, donc dans l'année de préparation, une anticipation au niveau des vaccins. Combien de vaccins nécessaires pour cette aventure? Oula, les vaccins, je ne sais plus, mais il y en avait un certain nombre. Alors, il y en avait 9, hein. C'est ce que tu annonçais sur tes Ah, réseaux. j'avais dit ça, 9 ok. vaccins, ouais. 9 vaccins, ouais. Moi, j'ai été plusieurs reprises à l'Institut pour me faire des petites piqûres. Bah, il y a des vaccins qui sont obligatoires, comme la fièvre jaune. On ne peut pas aller dans certains pays si on n'a pas ce vaccin. Il y en a d'autres qui sont fortement recommandés. Et ouais, je les ai pas négligés. Alors, il y a quelque chose qui a beaucoup évolué aussi dans cette aventure, c'est ta communication. C'est vrai que moi, je vous invite à aller sur le site de Team, hein, Dream Team. Vous verrez, il y a une communication canon le voyage qui est bien propre, avec une voix off. Tout est bien préparé. Puis on se rend compte au fur et à mesure que l'aventure, mais en fait, que tu prends ta caméra tout simplement, tu lances l'enregistrement vidéo et tu nous partages ce que tu vis. Et c'est de l'instant réel, en fait, hein, très clairement. Comment tu avais imaginé ta communication sur ce projet et est-ce qu'elle a évolué au fil du temps? Comment est-ce que j'avais prévu? En fait, j'avais pas trop prévu. Je savais que j'avais envie de communiquer parce que voilà, il y avait. En fait, j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait premièrement cette quête de partenaires et trouver des partenaires sans avoir sans avoir de visibilité sur les réseaux sociaux en n'ayant rien du tout, bah, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut quand même réussir à leur vendre quelque chose et aussi pour pouvoir récolter des sous pour l'association Petit Prince. Et en fait, rapidement, avant de partir, j'ai pris conscience, de par les retours et les messages que je recevais avant de partir, du coup, juste en annonçant le pays, c'était des amis ou des connaissances moins proches aussi, qui me disaient qu'ils avaient hâte que je parte parce qu'ils avaient hâte de bah, voilà, pouvoir voyager avec moi, pouvoir voir tout ce qui allait m'arriver, les anecdotes, et ils étaient impatients que je m'en aille, quoi. Et du coup, je me suis rendu compte finalement, au-delà de ce côté de partenaires et de récolte de fonds, il y avait peut-être quand même vraiment quelque chose d'intéressant. Et finalement, c'est devenu quelque chose aussi qui était très boostant. C'était tous les messages d'encouragement que je recevais régulièrement, quasiment finalement à chaque fois que je postais quelque chose, bah, dans les commentaires tout simplement. Et, euh, et cette communication, dans les premiers jours, bah, j'ai eu un petit peu de mal au début parce que bah, quand on est quand même dans l'aventure, c'est compliqué de se poser et d'être avec son téléphone. Et on est aussi plus forcément en train de vivre le moment présent parce que du coup, on est derrière son écran, en train de discuter avec des personnes qui sont à des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres de nous. Mais finalement, c'est quelque chose qui est rentré rapidement dans ma routine. Donc le soir, je me posais et c'était à peu près 1 heure. Je passais à peu près 1 heure sur mon téléphone et je faisais quelques stories, en général une petite vidéo. Je postais un réel sur Instagram et c'est rentré comme une routine et du coup, j'y réfléchissais plus. C'était finalement 1 heure sur 24 heures, c'est pas énorme et j'ai vraiment pas regretté de faire ça parce que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup porté et je suis très heureux d'avoir pu aussi en quelque sorte, c'est ce que des personnes m'ont dit à mon retour, de pouvoir d'avoir pu les inspirer et d'avoir su aussi que certaines personnes se sont lancées dans des projets grâce au fait d'avoir d'avoir suivi le mien et en se disant finalement peut-être que moi aussi je peux le faire parce que je suis pas un aventurier et Alors, tu n'étais pas un aventurier. Là, je pense que 27 pays, l'Afrique, pour arriver à la pointe de l'Afrique du Sud en partant d'île à vélo pendant plus de 10 mois, quasiment 20 000 km, 27 pays traversés. Là, je pense que maintenant, tu peux le dire. Tu l'étais peut-être pas avant, mais maintenant, tu l'es. pour autant je suis quand même j'ai peut-être eu cette parenthèse mais c'était qu'une parenthèse parce que finalement je reviens dans un quotidien et donc c'est ça aussi que j'aime bien, c'est de dire que c'est pas mon métier, c'est pas Bien ma sûr, ouais, vie très clairement, je comprends parfaitement. Ouais. n'est pas tourné vers ça et pour montrer du coup que c'est finalement accessible Possible. à Possible tous, c'est d'avoir cette bulle, possible effectivement. Ouais. et pareil quand on se rejoint dans la période de préparation qui a quand même été qui a été vraiment dans l'ombre où finalement c'est pas quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux quand on veut du coup c'est important de se dire on m'a aussi beaucoup demandé comment est-ce que j'avais fait financièrement par exemple parce qu'on peut pas partir du jour au lendemain ou des questions sur voilà sur ces sujets-là
Et ben finalement, c'est bête, hein, mais quand on aime quelque chose, finalement, on compte pas. Et du coup, j'ai passé des longues heures, des longues soirées là-dessus. Et pour se dire que, bah oui, euh, finalement, j'ai envie que les gens qui voyaient, enfin, c'était ce à quoi j'aspirais, c'était lorsque je partageais des contenus et que je partageais du coup cette aventure, c'était que les gens puissent se dire, bah finalement, pourquoi pas moi? Parce que moi aussi, avant que je parte, avant que je décide de prendre cette année de césure, quand j'entendais parler d'aventure de telle ou telle personne, ou même d'un voyage, le fait de se dire, ah, cette personne, elle a pu aller, ou bien d'une expérience professionnel, mais un petit boulot, quelque chose qui, enfin, je sais pas, d'aller faire du maraîchage quelque part, c'est quelque chose qui, voilà, je suis en train de m'égarer totalement, mais quelque chose que je trouvais ça vraiment sympa parce que ça fait une expérience de vie, quelque chose qui est sympa avec des rencontres où on apprend des choses. Mais je me disais que ces gens-là avaient trop de la chance de pouvoir se permettre de vivre ces aventures-là. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, peut-être que je peux également le faire. Et voilà, faut juste se dire que qu'il faut y aller. Ouais, la communication, en plus, la communication était vraiment authentique, avec beaucoup d'enthousiasme, et je pense que c'est la plus sincère, et c'est celle qui touche le plus les personnes en plein cœur, comme tu as pu faire. C'est pour ça que je disais qu'on a vu ta communication évoluer avec ces messages, avec ces liens. En tout cas, sache que moi, à titre perso, et c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir en face de moi, même si c'est par visio aujourd'hui, mais je suis très heureux de t'avoir en face de moi, qu'on puisse discuter, que tu puisses nous partager cette aventure, et je pense que tu auras probablement, comme l'ont souvent les invités du podcast Ultra Talk, des retours en direct des auditeurs. Mais c'est vrai que moi, chaque jour, j'allais voir sur Instagram en me disant, mais où est Tim aujourd'hui, en fait? Tu vois, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a vécu? Parce que tes vidéos étaient tellement sincères et réalistes que c'était génial. On va venir après dans toutes les anecdotes que j'ai notées, moi, qui m'ont fait halluciner. Mais je reviens juste un petit peu avant sur mon fil conducteur, sinon on va se perdre. Donc, il y avait cette préparation physique, le matériel, tu nous l'expliquais, la communication, où tu étais équipé d'un téléphone, mais aussi probablement d'une caméra 360 ou d'une GoPro 360, où les vidéos parfois avaient des grands angles. Donc il y avait certes ce défi quotidien d'accumuler des kilomètres, puisque tu as choisi donc effectivement de traverser non pas par la voie la plus directe, mais tu nous as emmenés à l'est, ensuite tu es revenu en Afrique pour la traverser vraiment dans la diagonale. Ça représente quand même 4 déserts. 4 déserts traversés, donc pour en avoir traversé un, je connais la difficulté, et puis encore c'était un petit, on n'était pas non plus perdu au milieu de nulle part, mais toi, 4 déserts traversés, donc la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Namibie, comment ton appréhension de la traversée des déserts a évolué au fur et à mesure? C'est-à-dire comment tu as appréhendé le premier, comment tu as appréhendé le deuxième, comment ça s'est passé pour toi cette traversée? Alors c'est une traversée des déserts, ça peut être un jeu de mots, mais comment est-ce que tu l'as vécu? Et ben, au début, j'étais terrorisé. J'étais vraiment terrorisé. J'étais très excité, mais ça me faisait vraiment très peur. Et c'est aussi une question qu'on m'a beaucoup posée. Enfin, on me l'a pas posée. Les gens me disaient, bah, c'est bien parce que tu as peur de rien. Mais non, 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 j'avais peur de beaucoup de choses. Et les déserts, ça me terrorisait. Et du coup, bah, j'essayais déjà de poser des questions à des personnes qui avaient déjà traversé ces zones, que ce soit à vélo ou pas forcément, pour avoir un peu d'informations, puisque bah, le fait que ça soit plus exactement l'inconnu, mais de savoir des choses, ça nous rassure déjà pas mal. Et après, ce qui s'est passé, c'est que bah, le premier désert que j'ai traversé, c'était en Jordanie. Et ce qui s'est passé, c'est que le premier soir, où je devais dormir dans le désert, moi, je me suis arrêté à côté d'un berger, donc qui était là avec ses chèvres dans le désert. Et je lui ai demandé si je pouvais mettre ma tente à côté de lui. Et comme ça, j'ai passé ma première nuit dans le désert avec quelqu'un. J'étais pas tout seul. Et il a pu m'enseigner comme ça la vie, euh, la vie dans le désert. En tout cas, à cet endroit-là. Donc, il m'apprenait différentes choses sur les scorpions, sur les serpents. Enfin, il me parlait aussi des loups qui venaient manger ses chèvres. Ça, c'était pas très rassurant. Voilà. Donc, des petites choses comme ça. Et puis, j'ai passé une très bonne soirée avec ce monsieur. Et ça a permis de déplacer, on va dire, les barrières des peurs que j'avais sur ces déserts. Et ensuite, en fait, tous les déserts étaient quand même très différents. Au Soudan, je me souviens avoir pédalé, et le Soudan n'a pas très bonne réputation, et puis maintenant encore moins, parce qu'il y a des conflits armés qui ont éclaté, notamment dans la capitale, à Khartoum. Mais je me souviens pédaler dans le désert au Soudan et voir devant moi quelqu'un qui marchait, mais tout seul au milieu du désert, avec ce qui ressemblait à une arme accrochée en bandoulière à son bras. Et je me disais, bah mince, enfin, là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, en me rapprochant, je me rends compte que, enfin, du coup, là, les pensées, elles partent. Et on se dit, c'est vrai que c'est peut-être pas très safe de rouler ici, tout ça, tout ça. Et en fait, en arrivant près de lui, je me rends compte que ce qu'il a en bandoulière à son bras, ce n'est autre qu'un détecteur de métaux
parce que ce gars-là, il cherche de l'or dans le désert. Et donc, enfin voilà, finalement, c'est possible et plein de belles rencontres, même dans le désert. Ouais, alors des belles rencontres, on va en parler après, parce que ça, les images, en tout cas, et c'est ça qui est génial d'avoir, et dans la génération dans laquelle tu es, cette facilité de pouvoir partager tout Oui, de c'est suite vrai. toutes les rencontres que l'on fait, c'est juste incroyable et formidable, et ça donne tellement envie. Mais est-ce que ça t'a un petit peu, comment dire, perturbé dans ce que tu voulais faire, ou ces fameux conflits armés, comme tu l'as dit, il y a des pays que tu as traversés, maintenant tu pourrais pas le faire, et tu es passé quand même dans des pays qui sont quand même, voilà, quand tu dis tiens, je vais faire du vélo dans tel ou tel pays, c'est pas tout le monde qui aurait le courage d'y aller. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as eu des doutes avant d'y entrer ou en y étant à l'intérieur du pays? Comment est-ce que tu as eu peur parfois? Comment ça s'est passé cette relation avec des pays qui pouvaient être en conflit géopolitique ou conflit armé? Alors oui, j'ai eu pas mal d'appréhension sur certains pays. Euh, Par exemple, tout simplement au Proche et Moyen-Orient. En fait, c'est une zone du globe où on entend quand même beaucoup de mauvaises choses. Et tant qu'on se plonge pas dans ce qui se passe réellement dans ces pays-là, ben, on ne sait pas et du coup on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Et donc par exemple pour l'Arabie Saoudite, avant d'y aller, avant de me renseigner, pour moi, c'était, bah, en fait, l'Arabie Saoudite, c'était pas prévu finalement dans les 17 pays initialement prévus du coup dans le parcours. Et en me renseignant, en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que bah, finalement, ça ne craint pas, quoi. Il n'y a pas de problème, on peut y rouler sans souci. Et donc voilà, les barrières tombent peu à peu. Et puis c'était très intéressant de découvrir ce pays qui est tout nouvellement ouvert au tourisme, seulement depuis 2019. Donc, enfin, je peux dire, je suis quand même avec le Covid, tout ça, l'un des premiers voyageurs, À vélo. voilà, Ouais. comme ça, qui va pédaler dans ce pays, dans ce grand pays du Moyen-Orient. Et après, pour d'autres pays comme le Soudan qui a mauvaise réputation, bon, on se pose quand même la question avant d'y aller, mais en écoutant les témoignages des personnes qui ont été avant moi et en écoutant pas uniquement les personnes qui n'y ont jamais été et qui disent beaucoup de mal sur ce pays. C'est souvent ça d'ailleurs, hein. Ouais, et on se dit bah non, en fait, j'ai vraiment envie de découvrir et pouvoir aussi me faire un avis moi-même là-dessus, mais sans prendre non plus des risques inconsidérés, en n'allant pas dans telle ou telle zone justement du pays où là c'est plus réputé pour avoir des conflits beaucoup plus importants, par exemple. Et et il y a un pays que j'ai sauté notamment parce que bah, je le sentais pas, j'ai hésité jusqu'à 3 jours avant du coup de sauter malheureusement ce pays par avion. J'ai C'est l'Éthiopie, hésité c'est ça? à y passer et c'est l'Éthiopie, ouais, qui était en guerre civile du coup récemment, mais dont les frontières étaient carrément fermées avec les pays voisins. Et là, les frontières étaient réouvertes, mais mais en fait, je me suis renseigné, je n'arrivais pas vraiment à me faire un avis définitif sur ce pays. J'hésitais beaucoup et voilà, finalement, j'ai préféré enfin, choisir la carte de la sécurité. Euh, je suis content de mon choix parce que ça m'a permis de découvrir un pays supplémentaire qui est l'Ouganda et qui m'a également permis de découvrir l'ouest, pardon, du Kenya que j'aurais pas découvert sinon. Et, euh, et voilà, j'ai sauté l'Éthiopie. C'est un petit peu dommage, mais mais j'ai pas de regret finalement parce que je le sentais pas et je me suis écouté. Il faut parfois écouter sa voix intérieure. Et si tu le sentais comme ça, bah, écoute, tu as bien fait d'écouter cette petite voix et de suivre ton intuition. Est-ce qu'au cours de toute cette... avant qu'on parle des rencontres que tu as fait vraiment avec les autochtones, est-ce que tu as rencontré d'autres cyclistes comme toi qui traversaient l'Afrique, qui traversaient le monde, qui traversaient un pays? Est-ce que tu as fait d'autres rencontres de Ouais. cyclistes comme toi qui étaient seuls, ou peut-être à deux ou à plusieurs, et qui traversaient en autonomie comme ça un pays, un continent? Alors oui, des cyclistes, j'en ai croisé. Moi, tout simplement en France, hein, déjà, j'ai traversé pendant 15 jours du coup la France avant de m'élancer vers l'Est, donc vers d'autres pays d'Europe. Et donc déjà en France, j'en ai croisé quelques-uns. Après, il y a une application qui est vraiment pas mal, hein, qui est Warm Shower, Oui, clairement, que c'est très sollicité par les voyageurs à vélo. pour pouvoir loger c'est très souvent du coup des cyclistes, des voyageurs à vélo qui ont été accueillis par cette communauté et qui, à leur tour, hébergent bah, un petit peu pour rendre l'appareil, mais aussi tout simplement pour faire des belles rencontres, passer une bonne soirée et rendre service aux voyageurs à vélo. Donc aussi par cette application et par hasard, de temps en temps, ça m'est arrivé en Grèce, en Jordanie, une ou deux fois en Afrique, en Ouganda, en Zambie par exemple. En Afrique du Sud aussi, ça c'était rigolo parce que du coup j'arrivais à destination et ce gars-là me disait qu'il allait
vers l'Égypte. Et du coup, j'étais en train de m'imaginer tout ce qu'il allait vivre, tout ce que j'avais vécu finalement et tout ce qu'il s'apprêtait à vivre. Tu lui as dit? C'était assez rigolo en fait, de me rendre compte il m'annonçait qu'il allait jusqu'en Égypte. Et pour moi, ça paraissait inconcevable parce que c'était si loin. Alors que finalement, j'avais fait la route dans l'autre sens. Tu avais Et fait le la fait route dans qu'il me l'autre dise sens. ça, je me rendais compte finalement que quand j'expliquais mon projet aux locaux, je comprenais finalement pourquoi ils me regardaient avec de tels yeux. Parce que là, quand ils me disaient ça, je me disais, mais waouh, il va jusque là-bas. Et sinon, les rencontres et les petites parenthèses avec d'autres cyclistes, j'en ai fait aussi un moment du coup au Soudan. Là, j'ai vraiment pédalé avec 2 cyclistes pendant 2 semaines. Donc, c'est le moment où j'ai pédalé le plus avec d'autres cyclistes. Parce que grâce aux réseaux sociaux, justement, on s'est rencontrés et on a commencé à discuter. Et c'est vraiment bien tombé par hasard. On a commencé. J'aurais pas dû les croiser en fait, parce que je voulais aller normalement par l'Arabie Saoudite au Soudan. Et le fait de passer en Égypte au dernier moment, de changer de programme, et moi, je me suis retrouvé à arriver au Soudan en même temps qu'eux, alors que c'était du coup pas du tout prévu. Et donc, j'ai pu pédaler avec eux les 1000 kilomètres qui me séparaient de la frontière entre l'Égypte et le Soudan jusqu'à la capitale. Et du coup, c'était vraiment sympa de pouvoir échanger aussi ces moments du coup dans le désert, en l'occurrence, avec 2 autres cyclistes. Et c'était une vraie parenthèse dans cette aventure. Et ça fait quoi, Tim, de pédaler avec d'autres personnes? Parce que là, tu es quand même parti très très longtemps seul. Ça veut dire que même si tu as fait des rencontres formidables le matin, probablement à la pause, on va dire, milieu de journée et le soir, le reste de la journée, tu étais seul. Ouais. Sauf en Égypte où tu étais escorté. Mais ça fait quoi à un moment donné de rouler avec d'autres personnes? Est-ce qu'au final, on préfère rouler seul? Est-ce qu'on est tellement content qu'on n'arrête pas de parler? Comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, d'une manière générale, dans ce projet, durant toute cette année, j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être seul. Parce que tous les jours, mais vraiment tous les jours, et même peut-être il y a eu 1 ou 2 exceptions, mais même quand j'étais dans le désert, finalement, je croisais tous les jours du monde. Il y avait, ça pouvait être une personne, mais ça pouvait être 10 personnes, 15, 20, des personnes avec qui j'échangeais. Et le fait d'être en vélo, bah déjà, ça facilite le dialogue, parce qu'il se pose des questions un petit peu sur moi, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et aussi, par exemple, en Europe, je m'étais vraiment fixé une règle, c'était de tous les soirs essayer d'aller loger chez des gens pour avoir vraiment ces interactions avec les locaux, qui étaient vraiment quelque chose que j'étais venu chercher durant cette aventure, car je voulais mettre le côté humain euh, Au à la centre, première au place centre du projet. dans Ouais. ce projet. Et du coup, j'ai pas vraiment eu l'impression d'être seul, parce que quand j'étais en vélo, c'était finalement du coup un petit peu mes pauses. Bah, j'étais seul, certes, mais c'était temporaire parce que je savais que quand j'allais m'arrêter, ou même le midi, mais aussi plusieurs fois dans la journée, souvent je m'arrêtais et puis je parlais aux gens pour leur demander de l'eau, pour voilà, plein de choses. Et quand je parlais des cyclistes, il y en a du coup que j'ai croisé, c'était des voyageurs à vélo, mais il y a aussi pas mal d'autochtones avec qui j'ai pédalé. Bah, en Alors fait, qui justement, faisaient juste des sorties à vélo dans leur alors, pays. je voulais venir sur ça, Tim, parce que dans les différents témoignages que j'ai pu voir, tu nous partages une anecdote qui est assez incroyable, où tu es en Arabie Saoudite et tu roules avec 3 cyclistes, mais Ouais, les trois ouais, cyclistes en tenue. Ils sont vraiment, les ouais. mecs sont en tenue et tu roules et en fait, tu expliques que ces cyclistes, en fait, ce sont des pères de famille. Et je vais te laisser expliquer la suite. Et ça, doit être une rencontre hors du temps, très clairement. Ouais, c'est des témoignages assez marquants. Donc, c'était en Arabie Saoudite. Voilà, je pédalais du coup vers Jeddah où je voulais faire ma demande de visa pour le Soudan. Et donc, je replie ma tente et tout ça. Je prends mon vélo, je pédale. Et puis là, je vois d'autres cyclistes. Donc, forcément, on s'arrête, hein, on discute un peu, ça fait plaisir. Il se trouve qu'on allait dans la même direction. Du coup, on a pédalé ensemble. Bon, au début, je me suis dit, va falloir, je sais pas si je vais tenir parce que moi, j'ai quand même mon vélo de 55 kilos et eux, ils étaient en petit vélo de route très léger et tout ça. Et finalement, ils se sont adaptés, ils ont roulé à ma vitesse parce que même si j'essayais d'aller un peu plus vite que d'habitude, forcément, ça donne pas la même chose selon la monture qu'on a. Et en fait, voilà, c'était super intéressant et très poignant le fait de discuter avec eux parce que on se rend compte de la chance qu'on a tout simplement parce que ces personnes-là, du coup, c'était 3 pères de famille qui ont quitté leur pays, c'était des Philippins et qui sont venus travailler en Arabie Saoudite pour gagner de l'argent et pour envoyer tout l'argent à leur famille. Et ces gars-là, ils rentrent chez eux une fois tous les 2 ans pour aller revoir leur famille. Ils ont quand même du coup la chance d'être une petite communauté, parce qu'il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, il y a quand même 30% de la population
qui est composé d'immigrés qui viennent de plein de pays différents, dont les Philippines. Et voilà, du coup, ils se serrent les coudes et ils m'expliquaient que pour eux, le vélo, c'était un vrai échappatoire et ça leur permettait de tenir, en fait. Tenir ces longues années loin de leur famille, loin de tout, Incroyable. et en communauté ensemble. Et j'ai fini, en fait, du coup, c'est une rencontre comme ça où j'aurais pu juste leur parler 5 minutes, mais au final, j'ai fait pas mal de kilomètres avec eux. Puis j'ai même mangé avec eux. Après, ils m'ont montré un peu leurs bonnes adresses. Et voilà, c'était encore une anecdote et une rencontre assez marquante. Ouais. Ah, carrément, carrément. Alors, des anecdotes, hein, je l'ai dit, on va y venir, mais si on reprend tes différents posts, tes différentes vidéos, en fait, on pourrait parler des heures de chaque anecdote, en fait, juste une anecdote. Mais si j'en sors quelques-unes, il y a quand tu pédales au milieu des éléphants. Alors ça, je veux dire, ça doit être incroyable. Il y a la police effectivement qui tue en Égypte. Il y a le fameux post où tu nous expliques en fait que tu as bivouaqué sous une antenne, tout simplement parce qu'il y a des barrières au pied et tu ne risques rien des animaux la nuit. Il y a ce panneau où on te dit, si tu franchis cette ligne, en fait, si tu passes après ce panneau, c'est tes risques et périls, hein, voilà. Il y a les chutes Victoria, tu nous partages aussi quand tu es aux chutes Victoria, il y a cette vidéo avec Roger qui est juste extraordinaire, il y a le lac Malawi, il y a la Tanzanie où tu te retrouves sous la pluie, tu te retrouves avec un bébé dans les bras, il y a ce bivouac où tu ouvres probablement le matin et tu as des montgolfières partout autour de toi, la vidéo, la photo elle est folle. Il y a le... Enfin bon, c'est des anecdotes, tu dois avoir bien plus d'une anecdote par jour. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que tu as pris le temps parfois de poser ton vélo et de faire un aller-retour pour aller vivre quelque chose d'extraordinaire également, comme le Kilimandjaro. Ça, c'est génial aussi de pouvoir faire ça. Ouais, c'est génial dans tout ce que tu as évoqué parce que tu m'as fait voyager. Tu m'as fait, tu m'as fait remémorer quelques bons moments. Et c'est vrai qu'en fait, Non, en mais c'est hors voyageant du comme temps, en ça, fait. ouais, Chaque anecdote que j'ai évoquée, il y en a plein, hein, il n'y en a pas qu'une, il y a 10 mois ouais, 10 mois il y a d'anecdotes. une notion du temps aussi qui est très, très différente quand on est en voyage et quand on est dans notre quotidien. Et en fait, chaque journée, il se passait tellement de choses. Et voilà, je suis très nostalgique avec tout ce que tu viens de dire. Mais en fait, ouais, il se passe énormément d'anecdotes. Enfin, je pourrais même dire chaque 5 kilomètres, par exemple, tu vois des choses différentes. Complètement. Et c'est ça l'avantage du voyage à vélo. Tu vois, il y a encore, alors, Ouais, loin de tout ce que tu as fait, il y a au moment où on parle, c'était il y a 3 semaines, je suis parti 4 jours. 4 jours, c'est rien comparé à toi. 4 jours en bikepacking en Suisse, loin de l'Afrique, en Suisse. Et en 4 jours, j'étais accompagné. Et le soir, on s'arrêtait après une journée de vélo et on se disait, oh là là, tu te rends compte tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a l'impression d'avoir vécu plusieurs journées en une seule. Et on était en Suisse, en bikepacking, donc loin de ouais, l'Afrique, parti depuis des mois, donc où les émotions sont décuplées. Et effectivement, le gros avantage en vélo et en bikepacking, c'est que tu fais avancer ton vélo et contrairement au trail où effectivement et la marche et donc la randonnée, eh bien tu parcours une distance beaucoup plus importante et donc tu vois beaucoup plus de choses. Et une journée ouais, en bikepacking, et je vous invite toutes et tous à prendre votre vélo, à partir le matin à 7h du matin et vous pédaler dans n'importe quelle direction jusqu'à 7h le soir, vous verrez que vous allez voir un nombre de choses incroyables et vous avez l'impression que c'était plusieurs journées qui se sont succédées. Alors que non, c'en était une seule. Donc c'est vrai que tu as dû probablement voir chaque virage des nouvelles rencontres, très clairement. ouais, vraiment. Et pour revenir sur les éléphants, par exemple, et le fait que le vélo, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que, il y a du coup un moment, c'était surtout au Botswana où j'ai croisé beaucoup d'éléphants et du coup, c'était à la fois très excitant, mais aussi très stressant. Et notamment 2 bonnes journées, 2, 3 jours, enfin même plus, mais là, c'était vraiment très condensé où il y avait vraiment des éléphants partout. Et en fait, c'est très stressant parce que les éléphants, ils sont très, très peu prévisibles et ils sont énormes. Vraiment, quand on est face à un éléphant en vélo, on est vulnérable et ça fait vraiment peur parce que c'est rapide hein, quand même un éléphant. J'avais regardé, me souviens plus, mais c'est à peu près dans les 40 km/h, quelque chose Ouais. comme ça. Enfin, c'est au-delà de ce que moi je fais en vélo, leur vitesse, s'ils se décident à nous charger. Et du coup, pour revenir au fait d'être en vélo et pas en voiture, par exemple, ou en bus ou quoi que ce soit, c'est que en ayant fini du coup de traverser cette portion qui était stressante, où j'ai eu des face-à-face avec des éléphants, où j'ai dû parfois m'arrêter pour laisser passer
2 éléphants que j'avais vus au loin, et puis en fait, je me rendais compte qu'il y en avait 6 qui suivaient derrière. Ou bien j'ai été surpris par des éléphants, enfin par des bruits d'éléphants de branchage en fait, juste à côté, et je me disais, oulala, j'espère qu'il m'a pas vu, enfin ainsi de suite. Donc vraiment stressant, mais palpitant et excitant, et c'était Mais vraiment surtout magique. quand on est tout seul. Alors là, on en parle, c'est Ouais, facile. On en parle des mois après. On est face à face devant un micro. On se raconte cette aventure. Donc c'est vrai que ça peut prêter. On peut sourire de ça. Mais quand tu es tout Mm. seul, tu es à des milliers de kilomètres de chez toi, tu es dans un pays que tu connais pas, en pleine faune sauvage, et que tu es sur leur territoire, et que tu entends un bruit et que c'est un éléphant à côté. Ouah, c'est la peur qui doit t'envahir, non? Enfin, là, tu te dis, Ouais, je vais taper un sprint, je vais poser mon vélo et courir. Enfin, à un moment donné, c'est peut-être la panique qui t'envahit. quelque chose de stressant sur cette route aussi, c'est que en fait, il n'y a pas que des éléphants, il y a aussi pas mal d'autres animaux sauvages. Donc, bon, on peut voir des girafes, des zèbres, aussi beaucoup d'antilopes. Et c'est magnifique tout ça, mais quand il y a une antilope qui surgit juste à côté de nous, parce que elles sont très rapides et elles sont cachées dans les herbes hautes, et ben tout de suite on se dit, mais j'espère qu'il n'y a pas autre chose, qu'il n'y a pas un fauve, qu'il n'y a pas quelque chose. Donc ça aussi c'est stressant. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette route, par exemple, quand j'ai fini de la traverser, je suis arrivé dans une petite ville, donc là, c'est soulagement, je suis au milieu de la civilisation, j'ai pas besoin de trouver un endroit sécurisé, comme tu le disais, là, avec une antenne téléphonique où il y a des barrières, par exemple. Et donc, j'arrive dans cette ville, et comme à mon habitude, dans cette région, dans ces quelques pays, là, souvent, j'allais dans un supermarché, j'achetais à manger, je mangeais juste devant le supermarché, parce que bah, je me fatiguais pas à aller trouver un endroit plus loin, et ça me permettait, en fait, aussi de parler aux gens, parce que du coup, comme ils me voyaient avec mon vélo en train de manger juste à l'entrée du supermarché, bah, ils tapaient la discute. Et là, ça m'est arrivé. Enfin, il y a plusieurs personnes du coup qui m'ont parlé à ce supermarché-là, et c'était des touristes qui eux voyageaient soit en voiture qu'ils avaient louée, soit en bus. Et pour eux, c'était anodin de traverser cette route. Alors que moi, cette route-là, je l'avais visualisée plusieurs mois auparavant. Je savais que j'allais traverser cette route où il allait se passer plein de choses. Et là, je venais de vivre 3 jours très intenses et tout ça. Et ces personnes-là, soit ils revenaient de cette route et ils disent, ah oui, on a vu 1 ou 2 éléphants, parce que bah quand on est en voiture, on en voit aussi beaucoup moins parce qu'on est très rapide. Mais ça leur faisait aussi pas très peur, parce que les éléphants, ils ont pas peur des voitures, ils sont quand même habitués parce qu'ils en voient pas mal, alors que les cyclistes pas trop. Et ceux qui allaient traverser cette route, bah eux n'avaient pas entendu parler de cette route auparavant, parce que ils n'avaient pas les mêmes préoccupations. Bien Mais du sûr. coup, on vit vraiment, vraiment pas la même chose en vélo. Et aussi, par exemple, en Europe, ça m'est arrivé de temps en temps de dormir dans des auberges de jeunesse. Et par exemple, j'avais croisé une fille avec qui j'avais échangé dans une auberge de jeunesse, parce que c'est vraiment sympa aussi, c'est des lieux de rencontre où on ne rencontre pas que des locaux, mais on rencontre d'autres voyageurs, donc on a des discussions intéressantes avec eux. Donc j'avais rencontré cette fille dans un pays des Balkans. Et 4 jours plus tard, dans une autre auberge de jeunesse, je la revois dans une autre auberge de jeunesse dans un autre pays. Et en fait, quand on échangeait rapidement, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en 4 jours? Qu'est-ce que tu as fait? Et moi, quand je lui ai raconté ce que j'avais fait, en fait, je me rends compte qu'elle a visité la ville où on était, elle avait pris le bus, elle avait rejoint l'autre ville et elle avait visité la ville. Et moi, bah, j'avais pédalé pendant ces 4 jours, entre ces 2 villes, mais il s'était passé 1 milliard de choses. J'avais dormi n'importe où, j'avais rencontré des gens avec qui j'avais. Enfin, par exemple, là-bas, on m'offrait souvent du raki, c'était l'alcool local, l'eau de vie locale. Et donc, je me retrouvais, enfin, j'avais bu, je sais pas, 3, 4 rakis avec des inconnus. Enfin, c'était impressionnant de se rendre compte le décalage du Ouais, voyage, la différence c'est de la ce même que destination, mais c'est pas le c'est même ça, voyage. tout ce qu'on peut vivre et quand on est en vélo comparé à lorsque l'on prend le bus. Je dis pas que c'est pas bien de prendre le bus, mais c'est juste que c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas la même aventure, très clairement. Et dans toutes les anecdotes que je t'ai partagées, il y en a des tas d'autres, hein, comme je l'ai dit, mais toi, si tu en avais une ou deux à ressortir, alors je sais que c'est une question difficile, hein, Oui, c'est parce que, horrible. ouais, mais là, comme ça, la première ou les deux, trois premières qui te viennent à l'esprit de moments hors du temps. De toute façon, tout ce que tu as vécu, c'est un chapitre de vie qui est compliqué à positionner sur une échelle de temps, mais s'il y avait comme ça quelques moments fous qui t'ont bouleversé. Bah, du coup, c'est vraiment compliqué parce qu'il y en a des choses qui se passent tout le temps, tous les jours, tout ça, tout ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, et c'est aussi ce que j'étais allé chercher, parce que je suis vraiment allé chercher durant cette année, c'était le côté humain, du coup, comme je l'ai expliqué.
Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'hospitalité qu'on peut avoir dans certains pays, et notamment par exemple, hein, mais je pourrais en citer plein d'autres. Il faut pas se dire qu'il s'est passé juste ça, mais pour en citer une, c'est ce policier d'Arabie Saoudite qui m'arrête pas, qui me laisse passer un barrage et qui me rattrape. Et il parlait pas anglais, du coup, il me tend le téléphone et c'est son ami qui lui traduisait et qui m'expliquait que ce policier voulait m'inviter chez lui pour boire un café, tout ça. Et sauf qu'il fallait que j'attende, je sais plus, 2-3 heures à la fin de son service. Mais je lui dis, bah, c'est gentil, mais bon, il faut que je pédale. Et du coup, j'échange comme ça avec son collègue, tout ça, tout ça. Et au final, il vient à la conclusion de me dire, bah, continue à pédaler et il va aller te chercher un café, des choses à manger et il viendra te les reposer sur la route. Bon, je me dis, ok, bon, j'y croyais pas trop quand même. C'était un petit peu bizarre dans la situation, tout ça. Surtout que quelques jours plus tôt, je m'étais fait suivre par la police qui, au début, lors de mon arrivée en Arabie Saoudite, m'a quand même suivi parce que bah, ils se demandaient ce que je faisais là et tout ça. Et, euh, et du coup, je repars. Et puis, quelques kilomètres plus loin, il y a ce policier qui arrive avec un café glacé et c'était un croissant. Bon, c'est pas les croissants français, mais c'était trop bon quand même. Euh, et qui du coup, il me retend le téléphone pour son ami qui me fait la traduction et il m'explique mon ami se sent mieux. Il se devait de t'offrir ça. Sinon, il aurait été mal de pas le faire. Mais l'hospitalité, il y a plein de choses que je peux raconter C'est vrai comme que l'accueil dans les villages africains, c'est fou, quoi. Enfin, le partage. ouais, j'ai été j'ai logé chez beaucoup de personnes un petit peu partout ou à côté, par exemple en Malawi, en Malawi, j'ai planté ma tente à côté enfin, souvent à côté des villages, mais là c'était notamment à côté vraiment d'une petite case des locaux qui m'ont dit bah tu peux te mettre là et puis après j'ai passé toute la soirée avec eux où on mangeait dans un plat du coup tous ensemble. Euh, on mangeait dans un plat, du coup, c'est à la main. Moi, je me brûlais avec les mains, mais eux, ils étaient habitués. Et on mangeait, mais il n'y avait pas de pollution lumineuse. On était juste éclairés par la lune parce qu'il faisait nuit. Et puis on Incroyable. échangeait là-bas. Enfin, c'était magique comme moment, mais rien qu'en Europe aussi. Genre, je me rappelle ce monsieur qui, en Suisse, alors que je cherchais un endroit pour loger, il me voyait un petit peu désespéré, mais moi, j'essayais de dormir chez les locaux. Est-ce qu'on pourrait m'accueillir, tout ça, tout ça. Et lui, il me dit, suis-moi. Et en fait, il m'a payé un hôtel. En plus, c'était un hôtel, quand même un bon hôtel. Et j'en revenais pas. Il me connaissait pas. Il m'a dit, tiens, ça, c'est ton truc de chambre. Je te fais confiance parce que j'ai quand même mis une caution ou je sais pas, c'était un petit peu bizarre. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'avais la chambre d'hôtel, il me connaissait pas, il m'a payé une nuit d'hôtel pour la nuit. Ou voir que des barrières se cassent, par exemple en Italie, où un monsieur bah, était très sceptique à l'idée de me recevoir chez lui. Et puis au final, j'ai passé, il m'a non pas logé en me disant de me mettre au fond du jardin, mais il m'a fait venir au repas le soir avec sa famille. Et puis le lendemain, il m'a dit, reste, on va aller prendre le petit déjeuner, comme ça se fait bien en Italie, en terrasse avec un café et puis la brioche. Il me dit, reste, on prend ça ensemble. Du coup, on a fait ça. Et puis après, il voulait que je reste pour le midi aussi. Mais bon, à un moment donné, je lui ai dit, il faut quand même que j'y aille. Il faut que je parte quand même. Ouais, mais enfin, il y en a tellement. C'était vraiment tous les Est-ce que jours. ça t'a bouleversé cette hospitalité? Est-ce que ça t'a, je sais pas, ça a changé des choses en toi? Parce c'est vrai qu'on a toujours peur, surtout en France, hein, on se barricade, on s'enferme. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien On a peur vraiment de l'autre. En plus, on a peur du pays qui généralement est le plus à l'est, hein. Moi, j'ai Ouais, beaucoup de témoignages de personnes qui sont parties comme ça à l'aventure à vélo, soit sur la route de la soie ou direction le Japon en vélo. Je pense à Chloé Lando, notamment dans un des tout premiers épisodes, qui m'avait témoigné. Et c'est vrai que depuis, ça ressort qu'à chaque fois qu'elle allait dans un pays, on lui disait où est-ce que tu vas? Et elle disait bah, je vais un peu plus à l'est. Et puis dans chaque pays comme ça, bah, forcément, alors, en reliant Nantes en France au Japon, elle allait vers l'est. Et dans chacun des pays, on lui disait, fais attention, hein, là-bas ils sont malhonnêtes, tu risques ta vie. Et en fait, une fois qu'elle était dans ce pays, il se passait rien tu vois, rien. C'était normal en fait. ouais, Elle ouais, trouvait des solutions. Et on lui disait la même chose du pays le plus à l'est. ouais. Donc c'est vrai que tout ce que tu as vécu a dû te réconcilier probablement avec l'être humain. Ouais, 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 vraiment. Et j'étais aussi très heureux de pouvoir partager du coup ça, toutes ces belles interactions humaines et tout, enfin, ce dont quoi l'humain était capable. Enfin, ouais, c'est juste en y repensant ou le fait, bah, j'évoquais tout à l'heure les chercheurs d'or au Soudan, mais à un autre moment avec d'autres chercheurs d'or, on s'est retrouvés à échanger un repas avec eux, mais au milieu de nulle part. Et pour eux, c'était essentiel de nous proposer d'échanger, de manger un morceau. Je dis nous parce que du coup, j'étais avec les deux Bien filles sûr, que bien j'ai sûr. évoquées tout à l'heure.
Mais par exemple aussi en Turquie, où j'avais fait une moyenne, je me souviens que j'avais fait un sondage sur Instagram en disant, à votre avis, en ce moment, je me fais inviter à combien de thé par jour? J'avais dit 2, 3, 4, 5 ou 6, et puis la réponse était 4. Donc c'était en moyenne 4 fois par jour où des gens me disaient, viens boire un thé. Et ils m'offraient un thé comme ça se fait bien là-bas. Enfin ouais, c'est impressionnant. Et le Kilimandjaro, est-ce qu'il était prévu au programme ou est-ce que c'était sur un coup de tête? Alors, le Kilimandjaro, c'était un rêve dans le rêve d'aller jusqu'en Afrique du Sud. Et donc, c'est vrai qu'en fait, moi, j'adore les treks. J'ai jamais sauté le pas. Et, voilà, j'ai jamais pris le temps de faire de l'alpinisme ou enfin, de la haute montagne et tout ça. Mais pour autant, la randonnée, j'adore ça. Les longues randonnées, traverser, traverser des massifs sur les GR, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et du coup, le Kilimandjaro, ça ne demande pas de compétences particulières parce que c'est le point le plus haut au monde où on peut marcher justement sans équipement. Et j'avais le rêve de le faire si jamais je trouvais les bons contacts au bon moment, etc. Et ça s'est passé. Et donc j'ai pu faire cette ascension. Et c'était une parenthèse magique où ouais, encore plein de bons souvenirs où j'ai passé la semaine du coup avec une petite équipe de Tanzaniens. Euh, ouais, c'était magique. Ouais, et donc, il a fallu t'acclimater à l'altitude, hein. Je suis C'est sur ça, c'est tout ton l'enjeu. feed Ouais. Insta en même temps. Donc, tu fais une première pause à 3000 mètres, puis à 3007, puis à quasiment 4000, puis à Ouais. 4006. Et tu montes à 5895 mètres. C'est Euh, physiquement pas inaccessible tant qu'on a enfin, une condition, même à faire une randonnée dans les Alpes, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus en termes de conditions physiques. Mais tout l'enjeu, c'est de réussir à gérer cette acclimatation et donc savoir prendre le temps. Et ouais, c'était incroyable. Au niveau matériel, avec tous ces kilomètres, tous ces pays, tous ces revêtements, probablement tous différents les uns des autres, est-ce que tu as eu des problèmes mécaniques, des crevaisons où tu as vraiment galéré à réparer? Ou est-ce que, même si tu as eu des petits problèmes mécaniques, rien vraiment de conséquent? C'est ça. J'ai eu des problèmes mécaniques, forcément, hein, sur Bien une mois sûr, de voyage, clairement. c'est inévitable. Mais j'ai rien eu de trop conséquent qui m'a vraiment pénalisé. J'ai aussi anticipé dès que je le pouvais. Quand je voyais que les pneus devaient Ouais. vraiment user, Je pense que c'est aussi une des raisons que tu n'as rien eu de pénalisant, c'est que tu as probablement su anticiper, parce que c'est souvent ça en général, hein, sur le ouais, côté mécanique. ouais, du coup, quand j'ai changé la chaîne, j'ai changé des pneus quand je voyais, enfin, on voyait à travers la petite couleur là, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais mais voilà, on voyait qu'il était fort usé. Euh, Et enfin voilà, j'ai anticipé. De temps en temps, j'ai eu des petits soucis, mais jamais rien de trop grave. Donc, parfois, j'ai un petit peu bricolé jusqu'à trouver un mécano. Parce que aussi, c'est quelque chose qui peut freiner de se dire, mais bah, je m'y connais pas là-dedans. C'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise, la mécanique à vélo et tout ça, et je vais devoir y être confronté. Et ben moi, j'y connaissais rien. Je savais bien sûr changer quand même une chambre à air, par exemple, mais j'avais pas de compétences particulières. Et finalement, j'ai pas eu de soucis majeurs. Et même si j'étais amené à ce qui s'était passé quelque chose pour X ou Y raison, je sais que j'aurais trouvé une solution grâce aux locaux, justement. Après, je pense que c'est aussi une des leçons de ce genre d'aventure, hein, c'est de partir avec plein d'idées, de préjugés, au fur et à mesure que l'aventure avance. Tu te dis, bah, de toute façon, peu importe ce qui va Ouais, arriver, je trouverai une solution, je ferai avec ce que j'ai, hein. Tu l'écris d'ailleurs dans un post où tu expliques qu'en Afrique, tu as rencontré un nombre d'artisans incroyables, des gens qui savaient tout faire ouais, avec leurs mains et qu'avec 3 bouts de ficelle, étaient capables de te faire des super trucs ou de te réparer quelque chose. Et ça aussi, c'est exact. incroyable. Ça aussi, c'est incroyable. Mais parmi toutes ces aventures, parce qu'on pourrait parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on pourrait s'arrêter 1 heure sur chacune des photos ou des vidéos que tu as faites, tellement elles sont juste incroyables. C'est quand on arrive sur la fin de cette aventure, Ouais, est-ce qu'on freine en fait? Est-ce qu'on freine parce ouais, qu'on sait que ça va s'arrêter et qu'on va revenir, comme tu l'as dit, hein, moi je t'ai qualifié d'aventurier, c'est-à-dire que tu as eu l'audace de partir à l'aventure seul à vélo en autonomie pendant 10 mois, et ça classe une personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il y a aussi des gens qui font. Et toi, tu fais partie des gens qui font, et tu as mis en application ton projet. Et quand on arrive à 300 km, j'ai vu que tu faisais des vidéos, je suis à 300 km d'arrivée, je suis à 150 km d'arrivée, mais au fond de toi-même, est-ce qu'on freine pas en fait? Moi j'ai connu beaucoup, hein, de personnes qui m'ont avoué, hors micro ou pendant l'enregistrement, s'être arrêtés la veille. Ils auraient très bien pu arriver le jour même, hein, mais ils ont préféré s'arrêter hum, et profiter d'une dernière nuit, de ces derniers moments de ce qu'on peut appeler de totale liberté. ouais.
En fait, vraiment, à la fin, je n'arrivais pas à concevoir que ce soit la fin. Parce que pour moi, c'était une destination que j'annonçais depuis le début. Je disais que j'allais aller jusqu'en Afrique du Sud à vélo quand je rencontrais les locaux. Par exemple, quand c'était en Europe et je disais ça, ils me croyaient pas, mais je leur disais quand même. Et ça a toujours été une destination voilà, j'expliquais que j'allais aller jusque là-bas. Mais ça me paraissait loin, ça me paraissait beaucoup trop loin. Et au fond de moi, je visais le pays suivant. Je visais 2 pays suivants. Et puis heureusement, parce que c'était tellement loin que sinon, c'était vertigineux de se dire qu'on allait jusque là-bas. Et puis j'aurais eu l'impression de ne pas avancer si je m'étais dit cet objectif-là dès le début, où c'était là. Enfin voilà. Et donc j'arrivais pas à y croire. Mais pour autant, j'ai quand même finalement été heureux d'arriver sur la fin, parce que déjà 10 mois c'est quand même long, et que C'est je long, savais hein. que je partais aussi 10 mois. Donc après ce temps-là, j'avais quand même envie de revoir mes proches, notamment de retrouver la famille, les amis. Et aussi, en fait, je suis arrivé du coup en hiver en Namibie, Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, j'ai été aussi confronté à des conditions météo du coup qui n'ont pas été évidentes. Il a beaucoup, beaucoup plu. J'ai eu beaucoup, beaucoup de vent et ça n'a pas été facile. Et ça me donnait aussi envie d'arriver quand Envie même. d'arrêter, ouais. Pas d'arrêter, mais envie d'arrêter Ouais, en ouais, finissant voilà, vraiment, voilà. voilà, en allant au bout, en fait. J'avais hâte de pouvoir me mettre au chaud. Ouais, Parce je que le comprends. fait de pédaler et de devoir faire sécher ses affaires le soir, C'est mais de pas galère. pouvoir parce qu'on est sous la Ouais, tente. ouais, on Et du bivouac, c'est coup, galère. il pleut aussi toute la nuit et il y a tout qui est humide. Et le matin, faut remettre les trucs humides. Sauf que en plus de l'humidité, il fait super froid. Et quand on pédale, et qu'il repleut Ouais, c'est encore, ça compliqué, sèche c'est pas non plus. compliqué. Pédaler dans le froid avec des vêtements déjà humides quand tu pars, ouais, ça tourne vite, ça peut vite tourner à la catastrophe. Et là, le plaisir est pas forcément au rendez-vous, très clairement. Ouais, mais toi, tu as bien vécu ça. J'ai Ouais, ouais, écouté ouais, ton mais c'était podcast différent. quand J'étais t'es. équipé. Tu vois, j'étais équipé. C'était une aventure différente. Effectivement, il faisait très très froid, mais j'avais j'avais le textile pour, tu vois, la capsule Ouais, c'est pour. vrai. J'étais équipé. J'étais pas en bivouac. Et le bivouac, ça change toute une aventure. Enfin, moi, je pouvais me permettre de faire plusieurs dizaines de kilomètres par jour parce que je savais que le soir, je pourrais faire Oui, sécher. c'est sûr que c'est Alors que quand tu es différent. seul, comme on le disait tout à l'heure, c'est la même destination, c'est le même parcours, mais c'est pas du tout la même aventure. Et quand on. Après, ça sera une de mes dernières questions. Tim, mais quand on vit ce que tu as vécu, on fait quoi de tout ça en fait? C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est probablement trop tôt pour que tu aies pris conscience réellement de ce que tu as fait, parce que tu es arrivé il y a quelques semaines de retour en France. Donc même si tu commences à prendre conscience tout doucement de ce qui se passe, par expérience, il va te falloir probablement plusieurs années pour réellement ressentir tout ce que ça t'a apporté et avoir réellement conscience de ce que tu as fait. Euh, c'est là maintenant, tu veux faire quoi de ça en fait? Tu veux faire quoi de toutes les rencontres que tu as vécues, de tous les paysages que tu as vus? C'est quoi la suite proche pour toi? Alors, moi, la suite proche dans mon quotidien, c'est de reprendre mes études, tout simplement. Et là, tout l'enjeu pour moi, c'est de pas oublier du coup tout ce que j'ai appris durant cette année. Mais ça va forcément être différent, Tim. C'est-à-dire que Ouais, c'est sûr. entre le moment où tu as arrêté et le moment où tu vas revenir, mais certains auraient pu passer 10 mois juste à trouver un travail autour de chez eux et à réfléchir à de quoi ils voulaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Mais, mais, Ouais. mais toi, c'est totalement différent. Ce que tu as vécu en 10 mois, c'est plus d'une vie. C'est plus d'une vie, tu vois ce que je veux dire? Il y a un condensé de choses, c'est vrai, assez dingue. Et des fois, je repense à certains moments et je me dis, mais c'est vrai, j'étais là-bas, il s'est passé ça. Ouais, et le Mais plus ouais, difficile peut-être, excuse-moi, je te coupe, Tim, mais le plus ouais, difficile, et ça, je pense que c'est une réelle difficulté, c'est d'en parler. Parce que ce que tu as vécu, très clairement, et je pense que tu dois t'en rendre compte, il y a quelques personnes dans ton entourage ou des amis que tu revois qui doivent te poser une ou deux questions par politesse et par curiosité, mais rapidement, tu dois te rendre compte qu'en fait, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas vécu. Tu vois ce que je veux dire? ça, c'est quelque chose auquel j'étais préparé, parce qu'on me l'a bien expliqué. Très clairement. C'est tout à fait vrai où on passe vite à autre chose quand même. On passe vite à autre chose. Mais pour autant, mon esprit, il est quand même encore un peu là-bas. C'est Et, clair. euh, C'est pour ça que et je te dis qu'il te c'est faudra du temps. compliqué de prendre le recul. C'est Et oui, compliqué de prendre le recul c'est- même sur les leçons qui ont été tirées, parce que je sens que dans ma tête, ça a pas mal bougé.
Il n'y a Mais pas ça, que les ouais, cheveux qui ont ouais. poussé. Et, euh, et ouais, Mais du coup, non, il y ça fait a. bouger les lignes. Très clairement, ce genre d'aventure fait bouger les lignes. Et même là, si tu as la sensation d'avoir un peu changé, c'est rien par rapport si on se reparle dans 5 ans, Tim, mais tu seras là, les choses auront commencé à se mettre en place, à bouger bien évidemment, mais à se mettre en place. Et puis il va falloir que tu l'acceptes aussi. C'est aussi une étape parfois que beaucoup oublient. Et on passe, comme tu l'as dit, on passe tout de suite, hein, on revient sur son quotidien, mais il faut aussi accepter ce que l'on a fait. C'est-à-dire ce que tu as fait n'est pas commun. C'est pas tout le monde qui peut faire ou qui a réalisé ce que tu as réalisé. Donc il faut aussi avoir l'acceptation et ne pas passer tout de suite à autre chose sans parce que ce que tu as réalisé, moi je l'appelle comme ça, c'est un point d'appui pour ta vie future. C'est-à-dire que c'est un vrai point d'appui J'espère. pour ta vie future. Et dans toutes les difficultés que tu vas rencontrer, comme le quotidien de tout être humain, ça doit être ton point d'appui pour justement rebondir, évacuer tes doutes et aller là où tu as envie d'aller. Mais voilà, moi c'est pour ça que je voulais te poser cette question, parce que c'est souvent une question que je me pose Ouais. notamment comme une journée comme aujourd'hui où j'ai enregistré 3 podcasts, tu vois, avec 3 personnes extraordinaires qui m'ont partagé, qui m'ont ouvert leur cœur et qui m'ont partagé des tranches de leur vie incroyables. Ben souvent, à la fin de ces journées-là, je me dis, mais je fais quoi de ça, en fait, tu vois, de toute cette énergie que j'ai prise, je fais quoi de tout ça? Et c'est pour ça que je te Hum, pose cette question. Quand on vit ce que tu as vécu, quand on voit ce que tu as vu et quand on rencontre les gens que tu as rencontrés, tu ne peux pas, c'est une responsabilité que tu as, c'est que tu ne peux pas rester juste comme ça à reprendre une vie ouais. classique, tu vois. Il faut que tu l'utilises, cette énergie-là. C'est pour ça que je te posais cette question. Mais on peut l'utiliser dans la vie classique aussi. Oui, il faut t'en servir, effectivement. Il faut que ça ait un impact, il faut que tu le fasses rayonner autour de toi. Là, je vais te poser une colle. Et puis on aura terminé cet épisode. Et j'inviterai les auditeurs à aller sur tes réseaux parce que là, le podcast, l'épisode va se continuer probablement des heures quand les gens vont faire défiler ton fil et tes réels sur cette aventure. Mais est-ce que tu sais combien de fois a été liké sur ton compte Instagram le premier post que tu as fait? Oula, non, j'en ai aucune idée. Il a été liké 286 fois. Ok. Et est-ce que tu sais combien de fois a été liké ta dernière photo à Cape Town? Ah, ça, je pense que je sais. À 7000, quelque chose comme ça. Eh bien, écoute, maintenant quasiment 9000. Ah, je savais Donc pas alors. voilà, voilà, j'aime bien parfois, tu vois, revenir en arrière comme ça pour montrer l'impact aussi hein, que tu as eu sur Ouais, la vie d'autres ah, ça personnes. porte, hein, ça porte vraiment. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a un dernier message, Tim, que tu voudrais faire passer auprès des auditeurs qui nous écoutent? Je savais que tu allais poser cette question. Et moi, il y a vraiment une chose que j'ai apprise et que j'essaye vraiment de ne pas oublier et de mettre en pratique euh, pour, euh, pour mon retour dans la vie quotidienne, dans un quotidien classique, comme on venait de dire. C'est la notion du temps, qui passe j'ai vraiment appris à vivre au jour le jour et j'ai appris aussi des autres à leur manière de vivre cette année enfin les différentes personnes que j'ai pu rencontrer et vraiment dans notre monde occidental, dans tout ce qu'on fait, même moi dans mes études de médecine, en fait le temps, on se projette tout le temps, on vise quelque chose. Moi je vise la fin de mes études par exemple. Et du coup, ce qui est important, c'est de pas oublier de vivre, par exemple pour moi en l'occurrence, durant toutes ces années d'études, pour ne pas entre guillemets, gâcher ces années de vie où je fais que me projeter pour la suite. Parce qu'après, je me projetterai aussi pour autre chose. Et du coup, de toujours prendre conscience du moment qu'on est en train de vivre et d'arrêter de penser à ce qui va se passer après, mais de vivre comme j'ai été L'instant amené à le présent. faire parce que j'étais amené à devoir, j'avais des besoins vitaux chaque jour auxquels il fallait que je me concentre et qu'on n'a pas forcément dans la vie quotidienne parce que, on a cette sécurité, dont on a d'ailleurs une grande chance de bénéficier parce que tout le monde n'a pas ça. Ouais, écoute, un grand merci pour ce message. J'adhère parfaitement. C'est très, très inspirant. Et c'est dans la continuité de l'échange qu'on vient d'avoir. Un grand merci, Tim, Merci à toi, ça m'a fait plaisir. pour cet épisode. J'étais vraiment ravi de pouvoir partager avec toi. J'aurais bien évidemment encore 300 questions, je pense. Mais bon, il faut bien qu'il y ait une fin à cet épisode. Et j'invite toutes les personnes à te témoigner les messages qu'ils ont envie de te faire passer directement. Où est-ce que tu réponds le plus facilement? C'est Insta, c'est Facebook, c'est...
Plutôt par mail, si c'est possible, parce Plutôt que par mail. ouais, c'est un peu bizarre, surtout ma génération, de dire ça. Mais ouais, j'ai beaucoup de difficultés à répondre aux messages sur Instagram. Au début, je répondais pas mal, au début de l'aventure. Et en fait, je passais trop de temps sur mon téléphone. Du coup, j'ai malheureusement arrêté. Et c'est dommage. Et il faudrait peut-être que là, c'est passé finalement, et que je reçois quand même moins de messages qu'avant, que je m'y remette. Mais Ça va être intéressant aussi de te replonger dans les messages auxquels tu n'as pas pu répondre ouais, le moment présent et de te remémorer. Et je pense que tu vas reprendre également en puissance 10 l'impact et la puissance du projet que tu as fait. Ouais. mais ça me faisait mal au cœur. Mais en fait, je passe du coup, comme je te disais, 1 heure et demie chaque jour sur mon tel déjà. Et quand on est dans une bulle à vouloir vivre justement, comme je te le disais, le moment présent, eh ben, c'est compliqué de passer autant de temps sur son téléphone. Et du coup, je restais sur mes mails. Bon, je comprends parfaitement. Écoute, un grand merci en tout cas pour le temps que tu nous as consacré. Plein de belles choses pour la suite. On va suivre ça. Et puis, je l'espère, une rencontre sur le vélo ou à côté. Ouais. Ça sera avec Merci grand plaisir. beaucoup. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi. Également. Merci beaucoup, Tim. Merci beaucoup, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.